œuf maillot, le podcast native qui vous met l'eau à la bouche. Dans ce nouvel épisode et pour démarrer la saison 5 d'œuf maillot, on s'est intéressé à David Garbous, ancien directeur marketing dans la grande distribution, qui a décidé de s'engager pour le bien manger et d'accompagner des marques dans leur transformation au travers de sa start-up Transformation Positive, créée il y a près de 2 ans. Entre-temps, David a fondé avec des associés Unique Conseil, en plus de Transformation Positive. Absolument. Aujourd'hui, nous allons dans les coulisses découvrir comment il souhaite réinventer un nouveau modèle et accompagner les marques. Bonjour David. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre devise est « Always start with why ». Donc on a envie de vous demander « But why Transformation Positive ?» C'est le résultat d'un cheminement d'une vingtaine d'années en fait. J'ai commencé dans la grande consommation, effectivement, chez Danone. D'abord dans les biscuits chez Belin. Ensuite, je suis parti 2 ans pour le groupe en Allemagne pour vendre de la bière française aux Allemands, ce qui était un beau défi. Et puis, je suis rentré ensuite en France et j'ai passé un peu plus de 10 ans chez Le Sieur, en changeant de poste tous les 2 ans. Et à partir de 2008, j'avais choisi le marketing à l'école. Et je pense qu'en fait, j'ai choisi le marketing pour son pouvoir de transformation. J'en avais pas forcément conscience à ce moment-là, mais on m'a souvent demandé depuis pourquoi, comment c'est arrivé. Et je me rappelle, pas de grand-chose, mais je me rappelle de ce bouquin qu'un ami de mon père m'avait offert, qui s'appelle Le Tour du monde d'un écologiste de Jean-Marie Pelt. Et ce garçon, en fait, il fait le tour du monde, un peu comme Phileas Fogg, et il va voir des espaces sur la base d'un très beau projet. L'homme a finalement complètement détérioré son écosystème. Il parle notamment de la mer d'Aral et avec l'irrigation qui a été voulue en amont, l'assèchement complet de la mer d'Aral. Et ça m'avait profondément traumatisé, en fait, ce bouquin, en me disant finalement, c'est juste impossible de renoncer à améliorer la vie des gens d'un côté, mais c'est pas possible d'accepter, sous prétexte d'améliorer la vie de quelques-uns, de détruire un écosystème qui va permettre d'améliorer la vie de beaucoup d'autres. Donc on doit être plus intelligent que ça, on doit être capable de réfléchir plus de manière justement écosystémique. Alors c'est quelque chose qui m'a marqué. Quand on me demande d'où ça vient, je pense vraiment à ça. Et en fait au début, j'étais un jeune diplômé, j'ai appris le marketing, d'école de commerce, j'ai appris le marketing, j'ai mis en œuvre des actions promotionnelles. Et puis à un moment donné où j'ai essayé d'intégrer les sujets de la RSE dans le marketing, en me disant que à la fois parce que ça avait une résonance personnelle très forte, mais aussi parce que je me disais que la condition de la pérennité du business de l'entreprise, elle était déterminée par sa capacité à préserver les ressources qui la faisaient vivre aujourd'hui. La première opération que j'ai eu l'occasion de monter, c'est pour l'enseigne de restauration Quick. J'étais chez Le Sieur à l'époque, ils vendent beaucoup de frites, donc ils utilisent de l'huile de friture. Ils utilisaient de l'huile de palme, qui est une huile très peu chère et pratique à l'usage parce qu'elle est solide, donc c'est facile à faire fondre, etc. Mais très controversée. Mais effectivement, avec cette dimension controversée, à la fois sur le plan environnemental et sur le plan nutritionnel. Et on a travaillé avec les équipes recherche et développement de Le Sieur pour proposer une alternative à l'huile de palme qui soit construite avec du tournesol, du pépin de raisin et du colza, donc plutôt des productions locales. C'est une huile qui coûtait 20% plus cher, mais qui durait 20% plus longtemps. Donc tout le travail, ça a été de convaincre Quick que c'était intéressant de passer d'un prix d'achat à un prix d'usage pour qu'au final, ils aient une proposition nutritionnellement bien supérieure et un impact environnemental bien réduit. Et ça nous a pris 2 ans, mais on a vraiment évalué les performances de cette huile. Et en plus de ça, une fois qu'on avait démontré ça, on a mis en place un système de récupération de ces huiles usagées pour en faire des biocarburants, dans une logique d'économie circulaire. C'est le premier projet, effectivement, où j'ai mis en résonance ces problématiques RSE et j'ai essayé de développer une offre qui soit plus que l'offre répondre à un besoin, mais qui soit une offre de sens et qui soit une offre qui permette de raconter une histoire et de pérenniser le business model. Vous aviez communiqué à l'époque sur ce sujet ? Et on avait communiqué, ça c'était super, parce qu'on avait fait une conférence de presse commune entre Quick et Le Sieur. Et 24 heures avant, je me rappellerai toujours, McDo a annoncé qu'il changeait son huile de friture aussi. Mais comme nous, on avait du contenu extrêmement dense, avec ce retour d'expérience, le fait qu'on était ensemble, on a eu un nombre de retombées presse incroyable. Et c'est une des fois où Quick a réussi à
un peu prendre le lead sur McDo sur un sujet. Donc j'ai utilisé tous les leviers du marketing et de la communication pour faire d'un projet un succès commercial. Et en fait, je me suis rendu compte que quand vous parlez aux entreprises de la RSE, tout le monde est d'accord. Justement, vous dites que le marketing et la communication sont au cœur de cette révolution. Vous pensez qu'ils le sont plus que la transformation des moyens de production et de distribution ? En fait, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que penser à un monde meilleur, c'est essentiel pour pouvoir le faire, mais si derrière les moyens de production et de distribution ne suivent pas, ça reste un rêve. Donc, et voilà, moi j'ai pas la solution miracle, mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que si vous réussissez, il y a toujours en fait dans les entreprises, ce que moi j'appelle des pépites, soit des gammes de produits, soit des équipes tout simplement, qui ont un petit coup d'avance, qui ont réfléchi les choses de cette façon-là, parce que voilà, on est tous irrigués par les mêmes informations, et quand on est salarié d'une entreprise, on est aussi un citoyen, et on a aussi des préoccupations, bien sûr, sur ces sujets-là, et on essaye, même quand c'est pas formalisé, on essaye de faire en sorte d'aligner ses préoccupations personnelles et ce qu'on fait dans l'entreprise. Et donc il y a toujours des pépites dans les boîtes, de produits qui sont un petit peu en avance et qui peuvent raconter une histoire différente. Et moi, ce que j'adore faire, ce que je sais faire, ce que je propose aujourd'hui avec Transformation Positive, c'est de repérer ces pépites. En disant, c'est aussi une façon de rassurer les entreprises, parce que en France, on a un peu, parfois, tendance à caricaturer les choses. On dit, il y a les entreprises qui font tout bien, et puis celles qui font que de la merde. Et ça, c'est un monde en noir et blanc qui n'existe pas, en fait. Donc, dans toutes les boîtes, il y a des pépites. Et l'enjeu, des gammes de gris, oui. C'est réussir, exactement, c'est de travailler dans ces nuances de gris et de réussir à trouver ces pépites et d'en faire. Avec le marketing, là, il a une fonction pour moi qui peut changer le monde. Donc, c'est avec toutes ces composantes, d'en faire un succès commercial incontestable. Et ça crée une dynamique dans l'entreprise qui est juste incroyable. Je vais vous donner 2 exemples que j'ai pu vivre à titre personnel. C'est quand j'étais chez Le Sueur, après Quick, on a fait une démarche d'agriculture raisonnée sur une des huiles qui est fleur de colza, en mettant en avant la diminution des pesticides, en mettant en avant les agriculteurs, la qualité des revenus améliorés qu'on pouvait avoir. Ça a fait 12% de croissance. Et quand je suis parti de chez Le Sueur, on a décidé de basculer 90% des approvisionnements en agriculture raisonnée. Parce qu'il y avait eu un effet porté par l'extérieur et par le regard des consommateurs oui, sur le fait qu'on allait dans la bonne direction. Ça donne une énergie en interne qui est juste incroyable. Et ça donne l'envie, une fois que l'énergie est là, d'aller plus loin. Quand j'ai rejoint Fleury Michon ensuite, on a eu la crise du cheval dans les lasagnes, et on était submergé de questions au service consommateur tout à fait normal, de gens qui étaient soit inquiets, soit très en colère. Et une fois qu'on les avait rassurés sur les lasagnes, ils nous disaient « mais au fait, vous faites d'autres produits, là, la charcuterie, mais vous faites aussi du surimi. J'aimerais vraiment savoir ce que vous mettez dedans. » Ça traduisait très bien la perte de confiance qui avait été due à cette crise. Et on avait prévu à l'époque de faire une campagne de communication pour raconter, un peu comme on a appris à l'école, une petite dégustation dans une cuisine et tout le monde est heureux. Et je me suis dit que si on sortait ça à ce moment-là, ça allait pas bien se passer. Donc on a arrêté cette campagne, on l'a pas sortie, on a repris le sujet, on a pris le truc à l'envers en faisant une campagne de communication pour dire ne nous croyez pas sur parole et venez voir par vous-même. Ça s'est appelé « Venez vérifier ». On a proposé aux consommateurs, à des journalistes, etc., de remonter toute la chaîne depuis leur supermarché, en passant par les usines qui n'étaient pas beaucoup ouvertes à l'époque, et en allant jusqu'en Alaska, puisque c'est là qu'on achetait. Et qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour le consommateur ? Le consommateur s'est vraiment déplacé ? Oui, on n'a pas emmené 60 millions de consommateurs, parce que ça a été un peu compliqué, mais on a effectivement mis en place un tirage au sort. On avait des blogueurs qui étaient là aussi, qui représentaient des communautés qui elles-mêmes sollicitaient leurs blogueurs pour pouvoir interagir avec nous, poser des questions. Et il y a eu plus de 60 millions de vues de l'ensemble de la production qui a été faite par nous, plus des tiers de confiance, qui ont fait qu'effectivement, là aussi, on est passé de -5, donc qui était la tendance du marché un peu décroissante, à +12 sur le business. Et ça, alors que l'équipe Surimi, elle était un peu en retrait chez Fleury Michon, parce que la seule qui était en décroissance, alors que les autres business units étaient en croissance, c'est devenu en 6 mois les héros de la boîte. Tout le monde venait les voir. Et ça a donné envie à d'autres business units de faire des choses similaires. Ça nous a permis, nous aussi, de nous questionner,
sur le fameux why dont vous parliez tout à l'heure, c'est à quoi on sert, au-delà de se dire qu'on fait de la charcuterie, du plat cuisiné et du surimi, qu'est-ce qui fait qu'on est fiers d'être ensemble, qu'est-ce qu'on partage comme valeur. Et on a défini ce que maintenant on appelle une raison d'être, mais à l'époque ça n'existait pas, donc on a dit qu'est-ce qui nous relie, qu'est-ce qui nous réunit, et on a écrit « Aider les hommes à manger mieux chaque jour ». Et en fait, on s'est servi de cette phrase comme d'une boussole, comme d'une colonne vertébrale, en fait, pour toutes les décisions de l'entreprise. Et ça nous a permis de faire moins d'innovations, qui étaient des innovations un peu tactiques, et plus d'innovations pour illustrer le manger mieux. Par exemple, on a sorti un jambon zéro nitrite en enlevant cet additif controversé du produit. On a sorti une nouvelle génération de plats cuisinés en barquet de bois pour supprimer le plastique. On a adopté le Nutri-Score. En fait, tout ça, on avait une ligne directrice très claire, et du coup, on alignait les décisions. Donc vous étiez déjà, vous, dans votre transformation? Oui, en fait, je commençais à industrialiser quelque chose que j'avais compris chez Le Sieur, et que j'ai essayé de faire passer à l'échelle chez Fleury Michon. Voilà, ça c'est hyper enthousiasmant. C'est prendre la pépite, le surimi dans ce cas-là, le fleur de colza la dernière fois, d'en faire un succès business avec les outils du marketing, et derrière, de mettre en place un programme d'innovation qui est un vrai programme de transformation pour le coup. Avant l'épisode Covid que nous traversons depuis plus d'1 an, la grande distribution se portait plutôt mal, et il semble que la tendance se soit totalement inversée et que nous ayons régressé en matière d'écologie et d'impact sur la nature. Pourtant, vous avez un discours qui se veut optimiste, vous, face au futur. Moi, j'ai pas le sentiment qu'on a régressé. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un discours et des attentes qui peuvent paraître ambivalentes. À l'issue du confinement en mai dernier, et puis ça a été confirmé par une étude du Crédoc toute récente, la population, quand on interrogeait les consommateurs, était scindée en deux. Il y avait 50% des gens qui disaient « Moi, je suis très inquiet pour le futur, ma boîte a fermé, ou l'activité a été réduite de manière très importante. Je ne suis pas sûr qu'on va passer cette étape, et donc j'ai besoin que les entreprises m'accompagnent dans de la promotion pour m'aider à passer ces caps difficiles. » Donc, une très grande attente sur le prix. 50%, une personne sur deux. Ce qui est très intéressant, c'est que les autres 50% disaient il y a plein de produits qui ne m'ont pas manqué pendant ce confinement. Je me suis rendu compte que je pouvais très bien vivre sans tout un tas de trucs. Je me suis rendu compte aussi qu'on était hyper fragile, que tout pouvait s'arrêter en 48 heures, parce que c'est ce qu'on a tous vécu, et que cette crise-là, elle était vraisemblablement annonciatrice d'autres crises. Et moi, je ne veux pas de ce monde-là pour mes enfants, et donc je veux que les entreprises s'engagent davantage pour qu'on évite ce bazar. Et donc, vous avez cette double injonction sur le prix. On a entendu beaucoup de discours sur le prix, à juste titre, parce qu'il y a une partie des gens qui a besoin. Et un autre discours sur l'engagement. Le truc, c'est que l'engagement, ça coûte plus cher. Parce que quand vous voulez améliorer les choses, vous avez des cahiers des charges plus exigeants, vous rémunérez mieux toutes les parties prenantes. Le risque pour un industriel, un distributeur, ce serait de choisir l'un ou l'autre. En disant, moi, je suis que sur le prix ou je suis que sur l'engagement. Parce que ça polarise les discours, et même si ça touche une cible qui maintenant est importante, ça va ne faire que polariser les discours. Moi, je pense que la solution impérative, c'est l'assemblage de ces deux sujets, c'est-à-dire se faire de l'engagement au meilleur prix. Et pour faire de l'engagement au meilleur prix, il faut qu'on fasse de l'engagement à un nouveau standard. Et là, on a vraiment la possibilité d'une transformation à l'échelle qui correspond aux enjeux. Vous pensez que l'engagement concerne tout le monde ? En tout cas, sur les consommateurs ? C'est ces fameux 50% dont on parlait à l'instant. C'est pas tout le monde. Tout le monde est objectivement et véritablement sensible au sujet. Il y a une partie des gens qui n'y vont pas pour des raisons économiques. Et ça, c'est un sujet qu'il faut adresser, bien sûr. On ne va pas laisser les gens de côté. Il y a des gens qui refusent aussi ce sujet soit par snobisme, soit par on va dire rébellion ou posture. Bon, très bien. Mais il y a une majorité, et c'est ça qui est intéressant pour les entreprises derrière, c'est que cette majorité, elle est source de croissance, elle est source de volume, elle est source de business. Donc il y a une possibilité qui, de mon point de vue, est historique, de réconcilier une ambition sociétale, qui de toute façon nous concerne tous, c'est-à-dire que si on dévie, pour prendre cet exemple-là, de la trajectoire des 2 degrés, en 2050, on est tous plantés. Donc, pour que les entreprises continuent d'exister à cet horizon, qui est presque une génération, on doit prendre des décisions maintenant, et des décisions assez radicales, parce que si on poursuit les courbes telles qu'on les a construites depuis 50 ans, ça ne marche pas. Dans l'alimentaire, par exemple, nourrir 9 milliards d'habitants
avec le régime alimentaire d'un Français ou d'un Américain aujourd'hui, Impossible. ça marche pas. Il n'y a pas assez de ressources sur la Terre. Et quand il n'y a pas assez à manger, ça se passe très mal. Là aussi, les livres d'histoire sont pleins d'anecdotes horribles. Donc, c'est une responsabilité collective. Donc, c'est l'occasion de réconcilier cette ambition qui peut paraître lointaine, mais qui concerne tout le monde, avec un business model opérationnel à court terme. C'est-à-dire que dans la mesure où il y a 50% des gens qui sont prêts à y aller, qui sont prêts à payer un peu plus, mais ils sont très exigeants en retour, c'est-à-dire qu'ils veulent être sûrs que c'est pas du blabla de communication, mais qu'il y a des actes et du concret derrière, et ben il y a des opportunités pour les entreprises. Vous savez, il n'y a rien de pire pour un marketeur qu'un rayon banalisé où toutes les offres se valent. Parce qu'un rayon banalisé où toutes les offres se valent, l'achat malin, c'est d'acheter le moins cher. Celui qui est en bas. Exactement. Du rayon. Exactement. Donc, à partir du moment où les gens ont conscience qu'il y a des sujets et de la différenciation, et que ça leur parle, ils sont prêts à l'acheter. Je vous donne un exemple. Sur un marché plutôt banalisé qui est celui du jambon, il y a 50% de l'offre. Quand vous arrivez dans le rayon jambon, c'est un mur rose un peu indifférencié, et on peut se dire que c'est difficile de s'y repérer. Ben, il y a 50% de l'offre qui est soit en label rouge, soit en bio, soit en sel réduit, soit sans OGM et sans antibiotiques, et maintenant sans nitrite. Donc il y a un jambon sur deux dans ce mur rose qui est un jambon à valeur ajoutée. Et bien ces 50%-là, déjà c'est beaucoup sur un marché banalisé, et ces 50%-là font 10% de croissance en moyenne depuis 3 ans, là où le reste du marché fait moins 2. Et ce qu'on aimerait, c'est que les 50 autres % disparaissent. Pour moi, le rôle d'un marketing d'aujourd'hui, c'est de proposer le plan d'action qui permet de faire passer les 50 actuels à 60, à 70 et à 90, et en parallèle de faire régresser les 50 actuels vers 10. C'est pas facile, hein. Non, c'est pas simple. Que pensez-vous de la mise en place des chartes et de labels ? C'est un levier d'accélération. C'est un levier d'accélération de la transformation parce que ça vient objectiver des pratiques et ça vient donner les fameux 50%. Voilà, des raisons tangibles de choisir. Quand c'est un tiers de confiance extérieur, c'est intéressant aussi parce que on croit davantage aujourd'hui Yuka, par exemple, quand il dit ce produit est bon ou mauvais, que le discours même d'une marque. Il y a une multiplication d'applications comme ça, c'est à la fois très mauvais signe et très bon signe. C'est dangereux en même temps parce que votre avenir est entre les mains d'une application. Oui, mais en même temps, c'est mauvais signe parce que ça veut dire que les industriels n'ont pas fait le boulot. Ils n'ont pas été capables de rassurer au même niveau que peut le faire une application aujourd'hui. Et c'est bon signe parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le sujet est pris. Alors, il n'est pas pris de manière parfaite, il y a plein d'améliorations à faire, mais il y a quand même une appétence pour savoir exactement ce qu'on mange, savoir décortiquer une étiquette et... Justement, vous parlez de la transparence et vous insistez sur la transparence. Jusqu'à quel point on peut aller dans la transparence ? Pour moi, la transparence, c'est pas l'alpha et l'oméga de la communication, c'est plus un moyen au service d'une stratégie. Le sujet le plus important, c'est la sincérité, en fait. C'est la sincérité parce que ce qui va compter pour les gens, la façon dont ils vont juger une marque, c'est sa capacité à dire les choses telles qu'elles sont. Ce qu'on nous a appris à l'école et en communication en général, c'est souvent à mettre en avant la plus belle partie de nous-mêmes et à la raconter de manière sublime. Bon. On fait ça très bien, il y a des très bons communicants qui savent faire ça, mais on a souvent tendance en contrepartie à mettre un peu sous le tapis la partie la moins belle. Et un individu comme une entreprise, c'est pareil que tout à l'heure, c'est pas noir ou blanc, c'est gris, et 50 nuances de gris. Donc l'enjeu d'une communication, et c'est pour ça que je parle de sincérité, c'est de raconter toute l'histoire, la vraie histoire et pas uniquement la belle histoire. C'est-à-dire être capable de dire, voilà, je reprends l'exemple de la pêche responsable, parce que c'était ce dont on évoquait tout à l'heure. Sur notre surimi, on a 50%, 60% qui est aujourd'hui en pêche responsable. Il nous en reste 40 à passer, c'est compliqué, mais voilà l'échéance qu'on se donne. Si c'est l'entreprise qui dit ça, on est à 50%, c'est beaucoup plus crédible que si on laisse croire par une belle communication qu'on a tout fait, et que derrière, des consommateurs, des journalistes découvrent qu'il y a 50% qui ne sont pas faits. Mais ça, c'est difficile à faire. C'est difficile à dire. Mais en fait, dans une relation avec un individu, vous accordez beaucoup plus de crédit à quelqu'un qui vous dit voilà, là, je suis hyper fier de ce que j'ai fait, mais là, par contre, c'est un peu merdique, mon truc. Mais je vais m'améliorer, que quelqu'un qui vous dit juste qu'il est fier et qui, après, arrête son discours. Donc, il y a un enjeu dans la façon de communiquer qui est de raconter en profondeur
toute l'histoire et d'être capable d'adresser, de raconter aussi les difficultés qu'on rencontre. Quelles sont vos méthodes de mise en place pour accompagner les marques? Et quelles sont les marques, si vous pouvez nous en parler, que vous accompagnez ou... J'ai la chance depuis 1 an d'accompagner, j'ai accompagné une dizaine de marques. Et il y a 3 volets dans l'accompagnement que je propose. Le premier, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est la raison d'être. Parce que aujourd'hui, il y a plein d'injonctions dans tous les sens des consommateurs, de la société civile. Et Sénèque disait, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Donc l'entreprise, elle peut être amenée à changer de cap tout le temps, parce qu'un jour c'est les animalistes, le lendemain c'est le sujet du halal. On est en permanence pris dans une dimension hyper émotionnelle par des vents contraires. Donc une entreprise qui n'a pas de cap clair, qui n'a pas de why, comme on disait au début de la conversation, elle va donner le sentiment de balloter au gré du vent, et du coup elle va être prise en défaut facilement, parce qu'elle peut avoir un jour dit un truc, et le lendemain dit autre chose de pas cohérent. Donc le premier truc que je propose, c'est la raison d'être. S'interroger sur l'histoire de la boîte, qu'est-ce qui a fait ses fondements. Quand c'est des jeunes startups, c'est facile, parce que on parle directement aux fondateurs. Quand c'est des structures plus anciennes, il faut aller revenir à l'histoire d'origine. Et c'est passionnant, parce qu'on va redécouvrir le rêve initial de l'entrepreneur initial. Et on va voir comment il s'est répandu, et s'il est toujours d'actualité, comment on le fait résonner avec la société d'aujourd'hui. On formalise ça, c'est la boussole et la colonne vertébrale. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est la détection des pépites, parce que je suis convaincu que toutes les boîtes peuvent agir ici, maintenant. Il faut juste qu'elles trouvent les bons produits sur lesquels s'appuyer pour raconter le début de leur histoire. Et le troisième axe, après, c'est de l'innovation pure, parce que, comme on disait au début, pour changer le monde, il faut changer l'offre. Et quelles sont les marques que vous accompagnez? Alors, j'ai accompagné plein de marques, à la fois dans l'univers alimentaire d'où je viens, mais ça représente à peu près que 30% de mes activités. Donc c'est plutôt des startups ou des PME. Il y en a une par exemple qui s'appelle Quintessence, qui fait un ketchup juste incroyable, qui a revisité cette recette un peu emblématique en enlevant le sucre ajouté, en passant par des carottes et de la betterave, et c'est un produit incroyable. J'ai aussi des clients dans la cosmétique, je travaille avec le groupe Pierre Fabre par exemple, sur des sujets vraiment d'engagement, et c'est un groupe très avancé dans ce domaine, mais qui l'a paradoxalement assez peu raconté à l'extérieur. Donc là l'enjeu, c'est effectivement de faire ce travail de storytelling, dont on parlait tout à l'heure. Et puis, je travaille avec une maison de finances responsable qui s'appelle Axilia, qui vient de lancer un nouveau CAC 40 qui est basé sur le carbone. C'est-à-dire qu'il a regardé les émissions de carbone de toutes les entreprises du CAC. Il a valorisé ces émissions de carbone au prix que le GIEC considérait être le prix qui nous met dans la panade, les 108 € la tonne. Et il a déduit ce chiffre du résultat net des entreprises. Il y a la moitié des entreprises du CAC 40 qui ne passent pas le test. Et donc il les a sortis, et il a rentré 20 nouvelles valeurs en disant voilà les boîtes qui sont capables de payer leur facture, la facture de ce qu'elles empruntent à la nature en quelque sorte. Voilà, et ça c'était un sujet aussi passionnant. Il y a de plus en plus de banques qui sont en train de faire surface, des banques responsables, d'investissement dans des... C'est un peu le même sujet que pour Yuka tout à l'heure, c'est que c'est à la fois une très bonne nouvelle parce que dire que le sujet est adressé, et c'est une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que les banques traditionnelles n'ont pas géré le truc. Et là, je pense qu'il va y avoir un énorme tsunami dans ce secteur. Je suis assez d'accord. Je pense que dans les 2-3 prochaines années, il va y avoir quelques portes qui vont se claquer. Ça va bouger, c'est sûr. Vous avez lancé courant 2020 un nouveau programme avec l'école de commerce ISC Paris intitulé Communication et marketing responsable. Quel retour vous avez des élèves et est-ce que vous remarquez un engagement plus fort dans cette génération? Ça, c'était aussi un des cadeaux de cette étape de vie que j'ai commencé, c'est effectivement de pouvoir devenir professeur associé sur un sujet qui me parle très, très fort à titre personnel. Et l'ISC est venu me chercher pour monter ce programme. Il se trouve qu'effectivement, en 2012, j'ai été élu personnalité marketing de l'année, et j'ai utilisé cette petite notoriété pour créer une plateforme qui s'appelle Réussir avec un marketing responsable avec l'ADEME. Et puis, petit à petit, on a amené d'autres institutions à s'intéresser à ce sujet. Il y a 60 cas dans cette plateforme. J'ai une visibilité sur plein de façons de faire du marketing responsable dans plein de secteurs. Et je voulais partager ça. Je le fais déjà avec mes clients, mais je voulais partager ça de manière plus large, et notamment, effectivement, avec les ces prochains étudiants. Acteurs du Et
Alors, j'ai une vision un peu biaisée parce que j'ai des gens qui ont choisi ce programme. Donc, ils sont au taquet, ils sont à fond et ils sont ultra mobilisés. C'était une des raisons de la création du programme par l'ISC Paris, c'est que cette génération-là, aujourd'hui, elle n'a plus du tout envie d'aller travailler dans les boîtes qui, à mon époque, étaient des boîtes qui faisaient rêver. Il y a un enjeu vraiment de réconciliation aussi pour les entreprises avec cette génération, parce que si des gens très talentueux, aujourd'hui, qui arrivent sur le marché du travail, décident d'aller ailleurs que dans ces entreprises-là, à 10 ans, 15 ans, elles ont un énorme problème de talent, de gestion des talents. Donc il y a ce sujet. Et puis il y a aussi le fait de pouvoir faire en sorte que cette génération, elle arrive avec des outils parfaitement ajustés pour prendre les choses en main le plus tôt possible, afin que les entreprises avancent plus vite. Dès maintenant d'ailleurs. Exactement. Donc moi j'essaye de faire auprès des directions marketing et des comités de direction existants un accompagnement sur mesure pour les premiers succès. Et j'essaie d'amener une nouvelle génération à amplifier le succès juste derrière. Vous pensez qu'elle en est où la France face à ses voisins européens sur les questions de transformation ? J'ai le sentiment que la prise de conscience est forte. C'est vraiment un vrai sujet de conversation. On est considéré par les Allemands par exemple comme des champions de l'économie circulaire. On a toujours tendance un peu en France à s'auto-flageller en disant qu'on est mauvais surtout. Qu'on est moins bien que les Allemands. Qu'on est moins bien que les Allemands notamment, mais voilà, on a plein de choses qu'on fait moins bien, mais il y a un certain nombre de trucs, dont les sujets de la RSE, sur lesquels il y a une vraie préoccupation, je pense qui fait aussi écho à un certain art de vivre à la française, et je pense que c'est une force. On doit pouvoir être les champions européens, voire les champions du monde de ce sujet. Quel est votre plus grand challenge et votre plus grande fierté ? Le plus grand challenge, c'est de réussir à accélérer le scope et la vitesse des transformations. Ça, c'est vraiment ce qui me fait me lever le matin. Je me dis, plus je vais réussir à accompagner des gens dans des secteurs variés, plus je vais initier des mouvements qui, je sais, après, c'est ça qui est génial, sont des spirales vertueuses. C'est-à-dire que quand tu as commencé à goûter à ça, tu réfléchis différemment, tu as des nouvelles idées, tu as des nouvelles personnes qui viennent te voir parce que... on se nourrit de ça aussi. Parce que chacun se nourrit. Donc ça, c'est mon défi principal. Et la plus grande fierté, ce que j'ai fait chez Fleury Michon, je suis vraiment... Enfin, on est passé en 5 ans, 3e marque alimentaire préférée des Français. Sur des sujets d'engagement et de RSE, ça c'est un kiff total. Et puis l'indice Vérité 40 d'Axilia, là, dont j'ai parlé tout à l'heure, ça aussi, je pense que c'est une belle pépite pour justement changer en profondeur les actions et les projets. Le message de fond, c'est effectivement que ça appartient à chacun de nous de faire ce premier pas, qu'il faut avoir confiance dans ce premier pas parce qu'il est, même si ça peut paraître un saut dans l'inconnu à chaque fois, il y a une attente à l'extérieur qui est extraordinaire de la part des consommateurs. Énorme. Et c'est une façon pour l'entreprise et pour l'individu de se réconcilier avec lui-même et l'entreprise avec ses publics. Donc c'est un levier de fierté aussi et de motivation qui est juste incroyable. Et puis quand on est aligné en tant qu'individu entre ses préoccupations personnelles et ce qu'on est capable de faire à titre professionnel, où on passe quand même la plus grande partie de notre temps, et c'est un kiff total et moi je souhaite ça au maximum de gens.